Bon matin sur France 3 Bretagne, c'est parti pour 40 minutes d'émission dans Ensemble c'est mieux. Quand les bruits du quotidien deviennent un cauchemar, c'est ce que vivent 15% des Français. Cette maladie, elle a un nom, ça s'appelle la misophonie. Elle est encore méconnue du grand public, on en parle ce matin sans tabou avec nos invités, dont Bruno Salomon, l'acteur qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Vous avez écrit un roman, Les misophones, paru en 2019. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais d'abord, comme d'habitude, partons retrouver Evan. Evan qui a décidé d'être un Nilien toute cette semaine. Alors, on a beaucoup de chance, nous ici à Belle-Île. Salut Anne Fantet et bonjour à vous. Comme tu le disais, nous passons la semaine entière à Belle-Île-en-Mer. On va vous faire découvrir la faune, la flore, le sentier du littoral, le phare de la Pointe des Poulains. Et on va aussi commencer par faire le tour de l'île. Enfin, plutôt en parler parce que sinon ce serait un petit peu long. Et on va en parler avec vous, Christophe. Bonjour. Bonjour Evan. Alors, Belle-Île, c'est un peu le paradis des randonneurs, des coureurs aussi. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur plaît? Ce qui leur plaît, ce sont des territoires variés, des terrains variés, beaucoup de sentiers côtiers, des chemins intérieurs, des petits villages à traverser. Tout ça, c'est magnifique. Et puis l'accueil des insulaires. Et oui, voilà. c'est vrai qu'on est bien accueillis. Nous, on est arrivés hier soir et on s'éclate. Et ben, j'en c'est suis ravi. sympa avec nous. Alors, vous êtes président de l'association de trail à Belle-Île. Oui. Comment vous pourriez expliquer à ma grand-mère qui nous regarde ce qu'est le trail? Le trail, c'est la course à pied sur chemin, principalement, en pleine nature. On évite les zones goudronnées et on se promène, que ce soit sur l'île ici ou en montagne. On traverse des chemins et en pleine nature. Donc, si mes souvenirs sont bons, par exemple, entre Palais et Sauzon, Oui. ça grimpe un peu. Donc le but, c'est... Ça grimpe beaucoup, ouais, entre Palais et Sauzon, entre Palais et Locmaria. Ouais, ça varie beaucoup de parcours et c'est effectivement très vallonné. Alors, votre association, elle existe depuis combien de temps? L'association existe depuis 2000. Elle a été créée à la suite de la catastrophe de l'Erika en décembre 1999. Les pouvoirs publics, à ce moment-là, ont décidé de mettre un petit peu de fonds pour pouvoir dynamiser le territoire et relancer un peu d'activité. Donc elle a été créée en 2000 pour de la course sur route principalement, à l'époque. Donc il y a eu un semi-marathon créé sur Belle-Île. Et l'équipe actuelle d'organisation a récupéré l'association en 2009 pour la tournée vers le trail et le sport outdoor en général. Et maintenant, l'équipe s'est un peu étoffée. L'équipe, c'est 9 bénévoles qui travaillent toute l'année pour organiser un trail qui a lieu tous les 2 ans et pour organiser aussi des petits événements intermédiaires. Et depuis 3-4 ans maintenant, on a créé un emploi à mi-temps. Parce que c'est un vrai boulot d'organiser un événement de cette ampleur. Alors, donc on avait besoin de se professionnaliser. Justement, parlons-en. Le 25 septembre, il y a un énorme trail ici qui va rassembler 2500 coureurs où ils pourront notamment passer pas très loin d'ici. C'est pour ça qu'on a choisi la vue. Oui. Expliquez-nous qu'est-ce qui les attend, ces coureurs? Eh ben, il les attend, déjà ils ont le choix. Ils ont le choix entre 5 courses. Il y a un 9 km, un 19, un 32, un 45 et un 83. Ah bah moi je peux faire 9 km. Avec plaisir. Je pense qu'il faut un entraînement particulier quand même. Il faut être un petit peu entraîné, il faut être déjà coureur. Et puis la spécificité du trail, c'est effectivement que ça monte et que ça descend. Donc il y a un petit peu de technique, mais sur le 9 km, ça va pouvoir se faire. Et les gens viennent de partout ou c'est réservé aux Bretons? Non, c'est pas du tout réservé aux Bretons. Les Bretons ont beaucoup gagné ici. Ah, évidemment. Mais voilà. Mais non, il y a des gens qui viennent de beaucoup de régions parisiennes, de régions alpines et montagneuses. On a beaucoup d'étrangers aussi. Donc non, c'est pas réservé aux Bretons. Au contraire. Et vous le faites, le trail de 83 km? Quand vous me dites je le fais, oui, je le fais, je l'organise quoi. Je le fais au sens propre, mais je ne le cours pas, non. Bon, nous, on va commencer à s'entraîner puisqu'on va se retrouver dans quelques minutes un peu plus loin sur le sentier côtier. Bon, on va peut-être faire 500 mètres, mais ça commence par là, c'est déjà pas mal. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. On reste dans le thème de la nature. On va parler cueillette, agriculture biologique, woofing dans cette première partie. Avec l'été qui approche, la cueillette bat son plein. De nombreuses exploitations agricoles recherchent des petites mains. Voici ce portrait d'Eva et on fait le point sur les offres en Bretagne. Donc celle-ci, c'est les jolies fraises. Et celle-ci, c'est les plus petites, les trop grosses ou les difformes. Et là, c'est confiture, donc c'est tout ce qui est abîmé. Je m'appelle Eva Moisan, j'ai 23 ans cette année et je suis saisonnière aux fraises. On commence directement par la récolte. Ça peut nous prendre une matinée jusqu'à 11h30 midi
ou ça peut durer encore un peu l'après-midi. Il faut que ça soit homogène, donc il faut que les grandes soient avec les grandes et les petites soient avec les petites. Quand on a fini de récolter, on fait tout ce qui est nettoyage des plants et sortir les hampes, les fleurs, pour les mettre vers nous pour que ça soit plus facile à cueillir. On enlève l'estelon, c'est ça. On enlève les mauvaises herbes et on enlève les feuilles mortes et cassées comme ici. C'est un boulot assez physique. Quand on récolte et qu'on fait le nettoyage, le dos et les épaules prennent énormément. À force de rester debout aussi toute la journée, forcément les jambes s'épuisent un petit peu. C'est grâce à mon père que je suis arrivée ici. Mes parents, ils sont très contents, mes grands-parents encore plus, et que je sois restée dans le monde agricole, quoi. J'ai trouvé une formation d'auxiliaire vétérinaire. J'avais trouvé un boulot que je n'ai pas gardé. Suite à ça, il y a eu le Covid. Moi, mon projet, c'est pas de devenir saisonnière pour toute la vie. Mais pour le moment, ça me fait une coupure et on reprendra de plus belle plus tard. On est quand même en plein air. Même si on est sur la serre, on a quand même le soleil. Les horaires sont pas non plus très compliqués. Je préfère être ici qu'enfermée. Venez aux fraises. En soi, tout le monde peut le faire, je pense. Il n'y a pas besoin de diplôme pour ramasser les fraises, ça va. C'était le métier de saisonnier. Toutes les astuces pour postuler, c'est ce matin avec Chantal Guénec. Bonjour Chantal. Bonjour Enfaté. Alors vous êtes conseillère Pôle emploi à Quimper. Alors la saison estivale va bientôt démarrer. Combien de temps durent en général les contrats saisonniers, Chantal ? Alors au minimum 2 mois et autrement ça peut aller jusqu'à 5 ou 6 mois. Il n'y a pas forcément de... C'est en fonction de la saison. Ils peuvent être renouvelés. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il faut un diplôme particulier pour avoir un contrat saisonnier ? Aucun diplôme particulier, tout le monde peut postuler. L'intérêt, c'est ce que disait Eva quand même, il faut être en bonne condition physique parce que la station debout, c'est aussi être capable de ramasser des plants qui peuvent être à hauteur, là, comme on l'a vu, mais ça peut être aussi complètement en bas si c'est des melons. En Bretagne, pas vraiment, mais en Poitou-Charentes, il peut y avoir aussi des saisons de melons. Et puis aussi, on pense aussi aux emplois saisonniers cueillettes, à la vendange aussi. Et donc, ça peut être prolongé jusqu'à octobre. Alors j'imagine que vous croulez sous les offres d'emploi. Quels sont les secteurs qui recrutent cet été, Chantal ? Alors cet été, nous, on a aussi bien les offres en agriculture, là, ce qu'on a vu, il y en a 1163 au niveau de la Bretagne à pourvoir, mais j'ai fait une extraction ce matin des offres sur Quimper, on en a autour de Quimper à 10 km 137, mais on a aussi bien les métiers agricoles que l'hôtellerie-restauration, là, avec les ouvertures qui se font, qui recherchent, que aussi l'aide à la personne. Alors, le taux horaire appliqué en général, c'est le SMIC. Des conseils pour celles et ceux qui souhaitent lancer une candidature spontanée, Chantal ? Eh bien, qu'ils aillent soit sur le site Pôle emploi, Pôle emploi.fr ou carrément sur Mobilisation Emploi, qui est le site où les employeurs recherchent aussi des candidats. Et donc, l'intérêt, c'est de répondre très vite. Et puis aussi, on peut aller démarcher près de chez soi. Hein. Merci beaucoup. Chantal, pour toutes ces précisions. Bruno Salomon, un souvenir à nous partager d'un contrat saisonnier ? Oui. Non, ce que je pensais, on peut cumuler trail et cueillette, ça pourrait être sympa. Ouais, faut être courageux. Pour ramasser des fraises tout en faisant 83 km. Non, moi j'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait de la restauration, j'ai bossé à l'eau chaussure, et j'ai fait un métier qui était assez particulier, c'est que j'ai bossé à Disney en tant que personnage. D'accord. Et j'étais le premier dingo européen. Et j'en suis fier. Bravo. Alors pour, pour ceux qui veulent vivre une autre expérience, une expérience unique dans le domaine de l'agriculture, est-ce que vous avez déjà pensé au woofing ? On vous explique ce que c'est, puis on va entendre Louis Collet à l'instant. J'ai toujours rêvé de travailler dans une ferme bio. Ah bah fais du woofing. Le woofing agricole est un concept de séjour basé sur l'échange de services. Vous vous engagez à travailler bénévolement environ une demi-journée 5 ou 6 jours de la semaine dans une ferme bio. En contrepartie, vous êtes logé et nourri gratuitement. À la clé, des vacances pas chères et surtout une initiation à l'agriculture biologique et au développement durable en France, en Europe ou à l'autre bout du monde.
Car le woofing, c'est avant tout un état d'esprit fondé sur la solidarité, la convivialité et la découverte de la nature. Vous pouvez woofer seul ou accompagné. Pour organiser votre séjour, tout se passe sur Internet. Le principal site est Woof France. Marion, 21 ans, a woofé et elle a adoré. Franchement, le woofing, c'est une expérience que je recommande carrément. Ça permet d'être au contact d'agriculteurs, renouer un contact aussi avec notre alimentation, avec la terre. Je pense qu'il est temps de prendre soin d'elle, de réapprendre. Il y a des réalités aussi qu'il y a sur le terrain où on se soucie pas trop quand on est au supermarché ou quoi, alors que en vrai c'est pas pareil. J'ai adoré, ça m'a beaucoup apporté et ça me donne envie justement de multiplier encore ces expériences-là, quoi. Pour découvrir des paysans en accord avec la nature, rien de mieux que le woofing. Bonjour Louis Collet. Bonjour. Alors vous êtes maraîcher bio à Bois-Gervilliers depuis 20 ans. Oui. Alors 20 ans, et ça fait que 12 ans que vous faites le woofing. Comment vous avez découvert un petit peu cette pratique ? Alors le woofing, d'abord c'est une voisine qui accueillait une fille au père qui avait beaucoup envie de venir à la ferme. Elle trouvait la ferme magnifique, voilà, ça lui plaisait beaucoup. Elle m'a dit, mais moi je veux revenir ici en tant que woofeuse. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc woofing, Et comme elle était très sympathique en plus, je me suis dit, je vais regarder ce que c'est. Et aussi, j'avais rencontré quelques jeunes chez des collègues de marché qui venaient d'Allemagne, qui venaient d'Espagne, d'Italie. Et à chaque fois, ils disaient, on est des woofers. Donc du coup, je me suis documenté. Et la ferme étant aussi mieux installée après quelques années, je suis rentré aussi dans une phase au niveau de la ferme où j'avais envie d'accueillir des gens, puisque moi-même j'ai beaucoup voyagé auparavant. Donc ça me plaisait d'accueillir des étrangers et des Français et aussi de promouvoir cette agriculture. Et en 12 ans, vous avez accueilli plus d'une centaine de woofers. Est-ce que vous avez le sentiment que leurs motivations ont évolué entre le moment où vous avez commencé et aujourd'hui ? Surtout depuis la période Covid, en fait. D'accord. Bizarrement non. Disons qu'il y a il y a des Français qui souhaitaient partir à l'étranger, qui n'ont pas pu partir, donc ils ont revu un petit peu leur plan B sur du woofing en France. Et aussi beaucoup de jeunes qui sont dans des démarches de retour à la campagne, en fait, aussi. Donc, c'est une première démarche, comme une réflexion sans engagement, pour voir est-ce qu'on peut vivre à la campagne, pour y découvrir aussi plein de sensations, quoi. Et puis, le calme, justement. Le calme, oui, éventuellement. En parlant de calme, vous avez des profils atypiques. Vous me parliez d'hommes d'affaires qui étaient en burn-out et qui sont venus faire du woofing chez vous. Oui, ça c'est aussi courant, parce que là, on a l'image de jeunes qui sortent des études ou qui se cherchent, mais il y a aussi beaucoup de cas de woofers, des gens qui ont 10 ans d'expérience professionnelle, voire plus. Des fois, et des gens qui, à un moment donné, il y a un blocage dans leur vie privée ou leur vie professionnelle, et ils découvrent le woofing, ils disent, j'y vais. Et en fait... c'est un retour un petit peu à soi-même par le calme aussi de la campagne. Et aussi, c'est comme une mise au vert. C'est une mise au vert par excellence, finalement. Alors, vous avez un woofer qui est arrivé hier, je crois, oui. si je ne dis pas de bêtises. Alors, il travaille une vingtaine d'heures à vos côtés. Vous lui offrez le JT et le couvert. Voilà. C'est quoi le programme dans les prochaines semaines ? Là, il est en train de... là, il vient juste d'arriver. Alors, c'est quelqu'un qui sort de Sciences Po, en fait, qui a 10 ans de travail aussi, un trentenaire, qui s'est pris une année sabbatique, en fait. Donc, on est vraiment dans ce cas de figure. Alors, là, il vient d'arriver hier, on n'a pas encore suffisamment discuté, mais... En septembre, j'ai eu quelqu'un aussi qui était dans l'aéronautique, qui a tout quitté. Et il y a quelques semaines, il m'a appelé, il me dit, écoute Louis, là je suis en train de m'inscrire sur une formation, un BPREA en maraîchage biologique, je vais m'installer, il y a un ami qui a des terres et je suis dans cette démarche-là. C'est pourquoi une mise au vert en mode woofing, Bruno Salomon ? Ouais, mise au vert, il faut faire gaffe à la misophonie aussi, parce que si on se retrouve avec quelqu'un qui fait des bruits un petit peu oui, ça va mal nuisible. Se passer. Et finalement, Louis, qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette expérience du woofing ? Qu'est-ce que vous avez à cœur de partager avec ces personnes qui vous fréquenteront pendant quelques semaines, quelques mois ? Donc déjà,
souvent, en campagne, on peut être isolé. Moi, c'est moins le cas parce que je suis en vente directe sur les marchés urbains à Rennes. Mais ça permet d'avoir aussi des gens sur son lieu, surtout quand on a créé un lieu. Enfin, moi, c'est une ferme que j'ai recréée depuis l'an 2000. Là, du coup, c'est vraiment un partage, et puis partage de l'espace. Et c'est aussi revoir un petit peu tout le côté nature pour défendre aussi la nature. Défendre notre planète, c'est aussi sensibiliser les personnes à voir ce qui existe sur cette terre, sur ces fermes. Ils font la démarche de venir, quelque part. Donc déjà, il y a une motivation. On n'impose pas. On n'impose pas. Donc du coup, c'est du concret, quoi. On sort des bouquins, on est concrètement dans la nature. Et si vous deviez citer une ou deux rencontres marquantes de Woofer depuis 12 ans, ce serait quoi? Chaque cas est vraiment différent. Il y a parfois quelques-uns qui se ressemblent, mais chaque cas est vraiment différent. C'est vrai que là, il y a 2 ans, il y avait une woofeuse qui m'a contacté, qui est chorégraphe à New York, et elle me posait plein de questions. Je me suis dit, là, ça va être compliqué. Elle a l'air très exigeante, mais en même temps, j'étais très attiré pour l'accueillir parce que j'adore le monde de la danse et ça a été une rencontre magique. Et là, je me dis, en même temps, c'est quand même exceptionnel. Et c'est vrai que ça a été une rencontre magique. Elle a tout apprécié. On a recréé un circuit de randonnée qui s'appelle la Clé des Champs avec elle. Merci beaucoup, Louis. Notre temps a été écoulé. Merci beaucoup, Louis, d'être venu témoigner sur notre plateau. Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur le site woof.fr. Allez, partons prendre un bon bol d'air, direction Belle-Île-en-Mer, où nous retrouvons Evan. Evan, ton trail, il avance ? Ouais, j'ai déjà fait 200 mètres et je suis déjà essoufflé. Avant de rigoler, Anne Fantet, j'ai un petit quiz pour toi et tes invités. À votre avis, quelle est la distance du Tour de l'Île? Vu que vous n'êtes pas là, c'est moi qui vais appuyer sur le buzzer, mais j'attends d'entendre ta réponse. Il n'y a pas de QCM, on n'a pas le choix. Tour de l'Île. Ah non, c'est comme le juste prix. D'accord. 1202 km. C'est énorme. 1200 km, n'importe quoi. 80 km. Allez, on va en parler. Hop, Fabrice, on recule un petit peu, sinon ce sera un gros blanc. Christophe, oui. Quand on va venir faire le trail du 25 septembre ici à Belle-Île, on va donc faire les 83 km. 83 km. Oui. Mais c'est 83 parce que quand même, on va visiter un petit peu de l'intérieur de l'île. On va rentrer dans les villages, oui. On va commencer par Locmaria, à l'est. On va aller rejoindre Bangor, au sud, et Sauzon, à l'ouest de l'île. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a sur le trail du 25 septembre, il n'y a pas que ce circuit de 83 km qui s'adresse quand même un peu aux experts. Oui. Il y a d'autres courses. Oui, ce que je vous disais, c'est effectivement, il y a un 9 km, un 19, un 32 et un 45. Et alors ceux-là, ils vont passer où? Et bien ceux-là, ils partent de Palais et ils partent un petit peu partout sur l'île. Donc le 83 fait le tour, effectivement. Le 45, c'est un demi-tour. Il coupe à Bangor. De Bangor, il rejoint Palais par les terres intérieures. Et les autres, les plus petits, effectivement, ils font aussi des boucles en passant, comme je disais, dans les petits villages qui sont très fleuris en ce moment, différents parcours. Et voilà, comment ça se passe l'inscription au trail? Alors l'inscription, depuis quelques années, on est un petit peu victime de notre succès. Il y a beaucoup de demandes et on ne peut pas faire courir tous ceux qui demandent sur l'île. Donc on procède par tirage au sort. Pour donner une idée, pour le trail de 2020 qu'on a reporté là à 2021, on avait 12 000 candidats, alors qu'on peut attribuer que 2500 places. Bon, donc on fait des mécontents. Bah oui, forcément, mais bon, il faut retenter l'année prochaine. Exactement. Est-ce qu'il y a le matériel du parfait trailer? Déjà une bonne paire de chaussures, inévitablement. Je crois déjà, que je suis équipé. Ouais, c'est un peu lisse, mais on va prendre ça plutôt. Ouais. C'est un petit peu lisse, donc une bonne paire de chaussures. Et puis des vêtements un petit peu techniques pour pouvoir durer dans le temps sur toute l'épreuve. Sur le site, j'ai vu que vous conseillez d'avoir une lampe frontale. Pourquoi en cours de nuit? Principalement pour le 83 km, parce qu'effectivement, il part à 6 h du matin, de nuit. Donc c'est un spectacle assez magnifique, 500 coureurs qui partent à la lampe frontale sur les chemins comme on a derrière nous là. Donc c'est vraiment assez exceptionnel. Combien de temps on met pour faire le tour de l'île en courant? Nous, on limite à 13 h. Il y en a beaucoup qui font entre 9 et 11 h et le record est à 6 h 39. 6 h 39 et quand on le fait à pied?
Et quand on le fait à pied, les randonneurs le font en 4 ou 5 jours en fonction de leur niveau. Mais même en 6 heures, on a le temps de manger quand même. Oui, on a le temps de manger, on a le temps de se rassurez-moi. ravitailler, Un de burger s'hydrater. frites Non, on ne s'arrête Ah pas non. à prendre un burger frites, sinon ça risque de couper un peu l'élan. Mais bien sûr, il s'alimente obligatoirement. Bon, bah tant mieux, oui, quand même. On va continuer à parler du trail à Belle-Île, puisque le trail, c'est pas que le 25 septembre, c'est aussi toute l'année. Vous avez mis en place une course avec des petits QR codes à scanner un peu partout sur l'île. Et ça, on en reparle tout à l'heure. En attendant, deux dernières questions. Quelle est la meilleure émission du monde, Christophe? Ensemble, c'est mieux, évidemment. C'était sûr. Évidemment. À tout à l'heure, Evan. On passe maintenant à notre dossier du jour. Faites-vous partie de ces personnes pour qui certains bruits anodins sont une véritable torture à entendre? Vous souffrez peut-être de misophonie. On vous explique ce que c'est. Tu peux arrêter de faire du bruit quand tu manges? Oh, t'es misophone ou quoi? La misophonie, qui signifie l'aversion pour certains sons, est un trouble neuropsychologique qui touche environ 15% de la population. Les bruits à l'origine de la misophonie proviennent en premier lieu du corps humain. Pas le sien, mais celui de l'autre. Ce sont par exemple les bruits de bouche, comme la mastication, ou de gorge, comme la déglutition, la respiration. Mais le cliquetis d'un stylo peut tout aussi bien être perçu comme insupportable. Et la réaction est parfois violente. Le corps se crispe, le rythme cardiaque s'accélère et la colère monte. Une hypersensibilité qui peut entraîner un état dépressif. La misophonie, encore peu étudiée, divise les médecins. Certains y voient un désordre du système auditif, d'autres une altération du cortex cérébral ou bien des problèmes psychiques liés à la régulation des émotions. Les thérapies comportementales et cognitives sont souvent recommandées, mais d'autres techniques peuvent être utilisées comme l'hypnose ou la sophrologie. Cependant, les résultats sont hélas très incertains. Misophonie, la vie à bas bruit. Et on poursuit la discussion avec nos invités. Bruno Salomon, on vous connaît en tant qu'acteur dans Kaamelott, Fais pas ci, fais pas ça. Mais c'est l'écrivain qu'on invite ce matin, parce que vous avez écrit un roman, Les Misophones, paru en 2019 aux éditions du Cherche Midi. On va en parler dans quelques instants. Et Sylvie Lemoulec, vous êtes psychologue, vous êtes avec nous en direct, en visio. Bonjour à tous les deux. Alors, ce terme misophonie, il est entré récemment finalement dans notre vocabulaire. Alors, dans votre roman, Alexis découvre tardivement qu'il est misophone. C'est un long parcours du combattant quand même, avant de mettre des mots sur la misophonie. Bah, il est révélé par Damien, en fait. Ouais. C'est deux misophones qui se rencontrent. Il y en a un, je dis souvent, c'est une histoire d'amitié entre un fou et un autre encore plus fou. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de misophonie. Il y en a un qui est vraiment un high level, quoi, et l'autre qui est un peu plus modéré. Et d'ailleurs, c'est la révélation quand Damien lui explique ce que c'est. Voilà, c'est ça. Il lui explique ce que c'est. Il comprend plein de choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, qui savent pas ce que c'est. Et que, moi, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont, un monsieur de 90 ans notamment, qui m'avait marqué, il m'a pratiquement pris dans les bras en me disant merci parce que j'en souffre depuis tout petit et j'avais honte. J'en ai jamais dit à personne. Et c'est une sorte de libération. C'est qu'on met un mot dessus, on se dit ah, je suis pas fou. J'appartiens à une catégorie de gens et c'est fou d'ailleurs parce que on a l'impression qu'on est classé. Quoi. On a des réactions similaires à certains bruits. Ça provoque vraiment une sorte de haine, de colère. On se crispe, on se tend et tout. C'est très bizarre. Sylvie Lemoulec, la majorité des patients qui viennent vous voir pour ce trouble, ils ont mis aussi beaucoup de temps à mettre un mot sur ce trouble. Et c'est un peu la révélation aussi quand ils arrivent à l'exprimer auprès de vous. Oui, effectivement. Bien souvent, d'ailleurs, ils viennent pour autre chose. Bien souvent, de l'anxiété ou des troubles obsessionnels compulsifs. Ou alors ils viennent parce qu'ils ont lu quelque chose sur Internet. Et effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Il y a de plus en plus de patients qui viennent, mais il n'y en a pas encore beaucoup parce que les gens ne savent pas que c'est une maladie et que ça peut effectivement être soigné. Donc, c'est très bien que vous en parliez, que vous fassiez une émission dessus, parce que bon, bah, ça, je pense que ça va aider beaucoup de personnes à se dire, bon, bah, effectivement, oui, comme disait M. Salomon tout à l'heure, bah, effectivement, je ne suis pas fou et effectivement, on peut faire quelque chose dessus. Donc, et d'ailleurs, ce qu'on comprend aussi avec Alexis, c'est que c'est difficile aussi d'être pris au sérieux. Parce qu'à un moment donné, il essaye d'en parler à sa femme, il n'a même pas essayé d'en parler à ses collègues parce qu'il s'est dit « Niet, c'est fini ». C'est compliqué ça, c'est une étape aussi importante. Oui, et d'ailleurs, oui, c'est toute la communication. Et même dans le livre, justement, cet affrontement entre deux misophones qui
sont censés se comprendre, Ouais. se respecter, et ça provoque plein de situations complètement dingues, cocasses. Ouais. Et c'est vrai qu'on rentre dans une forme de folie, parce que les deux sont censés comprendre la folie de l'autre, donc, et de la respecter, et de faire avec, et de composer. Et du coup, à vue d'extérieur, ça donne quand même un schéma particulier. Mais souvent, le problème des misophones, c'est ça, c'est comment l'expliquer aux autres. Parce que arrête avec tes caprices, c'est pas un caprice. Et vraiment, les gens en souffrent, quoi. Et le plus dur, c'est pour les adolescents, les enfants qui peuvent pas l'exprimer et qui subissent leurs parents, en fait. Oui, finalement, ce que dit Bruno Salomon, Sylvie Lemoulac, c'est que le risque finalement de la misophonie, c'est le repli sur soi. Ah, il y a un petit délai. Ouais. Elle va nous entendre peut-être. Ah non. Elle ne nous entend plus. Pour nous, Salomon, alors vous avez écrit un roman, vous êtes finalement aussi un peu misophone. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez réussi à en parler? Parce que ça, c'est une étape aussi qui est importante. J'ai une amie avec qui je parlais de ça, qui avait le même problème. Elle me disait, je supporte pas la mastication, les chewing-gums dans le train, c'est un cauchemar. Elle, c'était les claviers d'ordinateur. Elle prenait pas le train à cause de ça. Je dis, mais carrément, tu t'empêches de prendre le train. Mais oui. Et elle me dit, mais alors moi, je lui ai expliqué certains bruits, etc. Et elle me dit, t'es misophone. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est une soupe japonaise. Je n'ai pas compris sur le coup. Et le monsieur qui a découvert ça, monsieur Jastrobov, ça date de 2000, donc c'est assez récent. Il a mis un nom dessus. Et d'un seul coup, enfin, tout devient clair. Et je suis tombé sur un bouquin américain de monsieur Thomas Dosier qui explique, et il y a des témoignages qui expliquent ce que ça provoque. Mais là, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils me connaissent. Ouais. À un moment, je me suis dit, mais il y a vraiment des réactions similaires. Alors que je pensais être seul sur Terre, vraiment. Et quand je recueille des témoignages, je dis, oui, ça c'est de la misophonie, ça c'est de la misophonie. Et c'est très compliqué à comprendre, surtout quand on n'est pas misophone. Ouais. Et justement, quand vous avez écrit ce roman, vous vous êtes appuyé sur plusieurs témoignages. C'était important pour vous de recueillir d'autres paroles pour donner peut-être une idée, même si c'est pas exhaustif, de la question? Oui, puis il y a des nuances. Il y en a qui en souffrent. Un exemple concret, quand vous allez au cinéma, vous entendez quelqu'un manger des pop-corn, la plupart des gens ne trouvent pas ça agréable. Mais il y en a qui s'en foutent, qui continuent à regarder le film. Il y en a pour qui c'est tellement insupportable qu'ils changent de place. Et même des fois, plusieurs rangées. Moi, je sais que si quelqu'un mange des pop-corn et qu'il y a un film qui m'intéresse, je peux l'entendre à 5 rangées derrière. Quoi. À un moment, je suis un scanner. Quoi. C'est flippant parce que du coup, ça devient obsessionnel comme les phobies. Alors, on a retrouvé, je crois, la liaison avec Sylvie Lemoulac. Je vous posais la question, Sylvie, finalement, le risque de la misophonie, c'est un peu le repli sur soi, parce que quand on n'arrive pas à en parler et qu'on vit mal ces situations-là, finalement, on finit par s'enfermer sur soi-même. Oui, tout à fait. Donc, il y a repli sur soi. Et puis, c'est toutes les situations, toutes les choses qu'on évite, toutes les situations qu'on évite qui vont effectivement rendre le problème beaucoup plus intense. Donc, en fait, le fait d'éviter, par exemple, de dire, bon, je suis invitée chez des amis, mais je supporte pas les gens qui mastiquent ou qui mangent la bouche ouverte, par exemple. Donc, plutôt que de m'énerver, je vais éviter d'y aller, je vais refuser, je vais leur dire non. Et il se trouve qu'à chaque fois que la personne va éviter ou va trouver des stratégies pour faire autre chose, parce qu'elle va penser qu'elle a vraiment autre chose à faire pour rendre ça logique, eh bien, en fait, la fois d'après, ça sera encore un peu plus intense. Et la personne peut s'isoler complètement et par la suite, à long terme, il peut effectivement se greffer d'autres phobies dessus, avec la peur de sortir, la peur des autres, la peur d'être dans des regroupements de personnes où effectivement, on peut s'attendre à entendre le bruit qui nous insupporte. Qu'est-ce que vous conseillez d'affronter en fait le problème et de subir, d'être dans la résilience en fait? C'est ça? Alors oui, la résilience, tout à fait, oui. Et donc c'est de l'affronter, mais de l'affronter progressivement, c'est-à-dire pas de se mettre tout de suite dans une situation où c'est vraiment impossible et où la rage arrive, la colère arrive. Non, il faut que ce soit des expositions progressives, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une petite exposition, qui somme toute est réussie, c'est validé chimiquement par votre cerveau et c'est une micro-victoire. Et de micro-victoire en micro-victoire, eh bien, vous allez finir par vous habituer à la circonstance. Et comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes dans une salle de cinéma et 5 rangées plus loin, vous détectez le son de la personne qui mange. Effectivement, vous êtes toujours à la recherche du bruit qui vous gêne.
Donc c'est là où ça devient une obsession et vous êtes et là où effectivement vous n'allez plus être capté sur les bruits ambiants qu'il y a, les bruits de votre environnement direct, mais vous allez chercher et vous allez devenir hyper vigilant et chercher ce qui pourrait vous gêner en fait. Exactement. Et là, ça devient encore plus problématique. Mais si vous conseillez d'y aller progressivement, c'est-à-dire comment vous faites? C'est-à-dire vous allez chez des amis, on dit mastiquez moyennement s'il vous plaît, parce que c'est compliqué. Comment y aller par étapes? Non mais donc on est obligé de. En général, les personnes, je les suis, donc on commence d'abord. Alors, c'est pas avec toutes les personnes pareil, mais bon, à expliquer. D'abord, il y a une compréhension purement intellectuelle parce que les gens aiment bien comprendre ce qui leur arrive. Donc, il faut d'abord expliquer. Mais c'est pas parce qu'on comprend intellectuellement quelque chose qu'on va effectivement l'appliquer. Donc, il y a après 2-3 séances qui continuent par la suite où effectivement on va travailler sur les nouveaux apprentissages et sur le lien qui est établi en temps réel entre le bruit de l'environnement, les émotions, la pensée et le comportement. Et de pouvoir, dans un premier temps, identifier ce qui se passe émotionnellement, dans le comportement, dans la pensée, travailler dessus, apprendre à l'identifier et apprendre à bien l'identifier pour pouvoir agir en temps réel dessus. C'est-à-dire au départ, ça ne sera que atténué. Mais petit à petit, effectivement, ça va être plus facile. Mais justement, Bruno Salomon, en ayant recueilli le témoignage de plusieurs misophones, excusez-moi, je vous coupe Sylvie Lemoulec, en ayant reçu le témoignage de plusieurs misophones, quelles sont les stratégies qu'ils ont réussi à mettre en place pour atténuer? Parce que j'imagine que chacun essaie de retrouver des ressources, il n'y a pas de recette unique. Il y a la technique de l'imitation aussi, c'est-à-dire que vous reproduisez le son de l'autre et ça vous soulage, c'est officiel, hein, ça normalement, mais Jastreboff, lui, il conseille d'associer un son agréable à un son désagréable. À chaque fois que vous entendez un son désagréable, vous mettez un casque avec une musique que vous aimez, etc. C'est un peu pavlovien, quoi. On essaye de se reprogrammer, mais c'est très compliqué à mettre en place. Vous êtes chez des amis, attends, excuse-moi 2 secondes, hop. Donc c'est au quotidien, c'est un enfer. Parce qu'en plus, ça nuit à tous les moments agréables, moments sociaux, manger, aller au cinéma, faire la fête, boire, enfin tout ça, c'est vraiment des moments de joie qui sont abîmés, entachés, quoi. Et ce qui pose aussi la question du diagnostic. Beaucoup d'études américaines mettent en avant le dysfonctionnement du cerveau. Pourquoi, Sylvie Lemoulec, vous pensez que la recherche peine à prendre en France? Parce qu'on a même, nous, eu beaucoup de mal à trouver un spécialiste qui se sent de parler de la misophonie. C'est parce que tant qu'il n'y a pas de personnes qui en souffrent et qui le disent, on ne va pas forcément chercher. En fait, moi, je m'y suis intéressée quand j'ai déjà beaucoup de personnes qui ont des troubles obsessionnels compulsifs. Et donc, je me suis intéressée assez tôt. Et puis, j'ai eu des patients de bouche à oreille, ça se sait. Mais il reste quand même minoritaire par rapport à l'anxiété, par exemple. Mais c'est vrai que maintenant, les gens posent la question et viennent voir. Ce que vous disiez tout à l'heure, ils n'ont pas forcément mis le nom dessus. Donc ils en souffrent, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais... Et puis même, ça m'est arrivé plusieurs fois d'en parler avec quelqu'un qui, par exemple, j'étais en voiture avec quelqu'un, c'est très drôle, qui mastiquait un chewing-gum très, très, très fort. Et je lui dis, vous savez ce que c'est la misophonie? Je commence à lui expliquer. Et l'avantage du roman, maintenant, moi, ça me permet d'en parler. Je sors le roman. Et justement. Et lui me dit, et je commence à lui décrire ce que c'est. Il me regardait, je vois fasciné, interloqué. Et commence à me dire, mais moi j'ai ça, je souffre de ça. Donc on peut être émetteur, c'est pour ça que j'ai mis cet affrontement entre deux personnages, on peut être émetteur et récepteur du truc. Ça peut être vite un engrenage. Et justement, pourquoi vous êtes passé par la forme du roman pour évoquer ce trouble? C'est une manière de prendre la distance, de ne pas être l'ambassadeur de cette cause, disons? Déjà, je ne suis pas médecin. Après, j'ai commencé à écrire à la première personne, et j'arrivais pas à créer, ça ne me permettait pas d'aller... Parce que pour comprendre la folie, j'avais besoin d'aller très loin et d'être en recul avec l'histoire, avec ce que je racontais. Mais j'ai eu des témoignages de misophones qui m'ont dit, vous décrivez vraiment ce que je ressens. En fait, j'ai essayé de mettre tout ce qu'on ressent, et après, donc c'est un roman, donc ça part. Après, loin, ça va très loin, mais je voulais montrer jusqu'où ça pouvait aller dans la folie. C'est-à-dire que
Je parlais d'engrenage tout à l'heure, l'engrenage qui peut se produire dans le cerveau, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on va dans des délires. Et quand j'ai mis sur le livre de poche, il y a marqué « Quand les bruits des autres vous donnent des envies de meurtre », c'est-à-dire que le personnage d'Alexis, il est presque un serial killer, quoi. On est au bord du serial killer. Voilà, ça, ce sera la conclusion de notre dossier du jour. Bruno Salomon, Les Misophones, jusqu'à présent. à retrouver aux éditions Cherche Midi. Merci beaucoup Sylvie Lemoulec d'avoir été avec nous à distance. Allez, on repart direction Belle-Île-en-Mer où nous retrouvons Evan. Evan, il est tranquille, Evan. Il se la coule douce. Combien de kilomètres Cette plage là-bas? Là-bas, c'est la plage de Bord-d'Ardoué. Et juste derrière, il y a la crique de Port-Gouin. Et on est toujours sur la commune de Palais. Donc toujours sur la côte nord. Intérieur, ouais. Intérieur Nord, de Belle-Île. tout à fait. Alors, en marchant un petit peu dans le sentier, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de racines, comme on peut voir là. Ouais. Quand on fait du trail, c'est chaud quand même de ne pas se prendre les pieds, surtout après 50 km. Bah, ce qui est compliqué, c'est à la fois d'avoir une vue sur ce décor, mais de regarder où on met les pieds, c'est indispensable. Ah bah oui, surtout sur la fin. Ça peut devenir très dangereux. Alors, ouais. on en parlait tout à l'heure, Belle-Île, c'est aussi une destination qui vit toute l'année. Comment vous faites pour faire vivre le trail, justement, au long des 4 saisons? Et ben, on organise des événements en cours d'année. Donc là, on a notamment organisé ce qu'on appelle les 4S, les 4 saisons, avec des courses ouvertes qu'on a fait en décembre, février et là qu'on vient de terminer en mai. Ce sont des parcours qu'on a ouverts sur 15 jours. Et le coureur fait sa course quand il veut. Il scanne un QR code au départ, des QR codes pendant le parcours et un QR code à l'arrivée. Et à la fin des 15 jours, on a un classement. Ah ouais. Et les 3 vainqueurs gagnent des dossards pour Belle-Île-en-Trail. Et on offre aussi par tirage au sort des dossards pour Belle-Île-en-Trail. Belle-Île-en-Trail, si vous nous rejoignez, c'est le grand trail qui a lieu le 25 septembre. Tout à fait. Le trail ici aussi, ça va bientôt donner lieu, enfin on l'espère en tout cas, à un espace qui va lui être complètement dédié. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos? C'est ce qu'on appelle un espace trail. C'est un projet assez dynamique qu'on mène avec les élus du territoire. On voudrait que Belle-Île ait un label espace trail, c'est-à-dire un peu à l'image d'une station de ski, des parcours permanents, balisés, avec différentes distances et différentes difficultés, pour que tout le monde trouve son bonheur. D'ailleurs, c'est quoi les meilleurs spots de Belle-Île selon vous pour faire du trail? Avancez, messieurs, dames, vous êtes en direct sur France 3 Bretagne, bienvenue, et vous pouvez continuer. Voilà. Alors allez-y. Tout est beau. On parle beaucoup du sentier côtier, mais il y a aussi tout l'intérieur. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein de parcours à découvrir à l'intérieur de Belle-Île. Mais le sentier côtier est partout magnifique. Et justement, le fait de faire venir des adeptes du trail, c'est aussi, si on prend une vision un peu plus large, un super moteur pour le tourisme. Oui, c'est pour ça qu'on travaille avec les élus et l'Office du tourisme. C'est effectivement un tourisme de niche, mais un tourisme qui va courir toute l'année. Parce que nous qui courons un petit peu sur l'île, on se rend compte que, je disais tout à l'heure qu'il y avait 12 000 candidats et que 2500 élus pour le trail. Donc il y en a beaucoup qui viennent courir hors saison. Et ça, on le voit de plus en plus, d'où l'intérêt de la création de cet espace trail. Alors, en tout cas, on vous conseille vraiment de venir à Belle-Île avant le rush de l'été parce que là, c'est royal. On est en plein mois de juin, il y a pas grand monde et c'est vraiment, vraiment super. Comment on fait pour s'inscrire justement pour le trail? Eh ben, on a réouvert des inscriptions là, le 5 juin jusqu'au 20 juin. On fera un tirage au sort le 21 juin. Parce que donc là, on est sur le trail 2021, c'est le report du trail 2020. Donc il y a des gens qui ont maintenu leur dossard pour 2021 et il y en a d'autres qui ont renoncé. Donc on a quelques places de libre et on a créé une distance en plus, le 32 km qu'on évoquait tout à l'heure. Donc il y a des places à pourvoir sur les différentes courses et aussi sur le 32. Bon, avant de se quitter, est-ce que l'eau est bonne? L'eau, elle est très bonne. L'eau est fraîche, mais bonne. Bah oui, elle est fraîche, tant mieux. Bon bah super, on va peut-être en profiter pour aller piquer une petite tête. On vous dit à demain pour découvrir encore un nouvel aspect de cette très belle île qui porte bien son nom puisqu'elle s'appelle Belle-Île. Voilà, à demain. Merci beaucoup Evan, à demain. Merci à vous Bruno Salomon et Louis Collet déjà, d'avoir partagé votre matinée avec nous. Ensemble c'est mieux, c'est déjà fini. À suivre dans quelques instants votre journal régional. D'ici là, je vous souhaite une belle journée sur France 3 Bretagne. On se retrouve demain à la même heure, au même endroit. Merci. Merci à vous.